Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset. Tous les mois, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. On va parler de rénovation énergétique ce mois-ci avec notamment, et vous l'avez déjà suivi dans cette émission, le lancement le 1er janvier 2022 de France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat qui est devenu le point d'entrée unique pour tous les parcours de travaux, on va dire dans le sillage du succès de MaPrimeRénov'. On va en parler dans un instant. Alors on peut dire qu'elle est sur les rails, mais où est-ce qu'on en est concrètement ? Est-ce que les entreprises sont prêtes à répondre à tous ces enjeux ? On va en parler avec nos 4 invités. Merci beaucoup d'être avec nous. Alessal, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet coordination interministérielle rénovation des bâtiments, c'est bien ça, au sein du ministère de la Transition écologique. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter ? Tout à fait. Juste rajouter également pour le compte du ministère chargé du logement, puisque effectivement le logement est au sein du panorama de la transition écologique et c'est aussi un signal politique très fort. Voilà, et vous allez nous en dire plus évidemment dans un instant sur France Rénov' dont je parlais en introduction. C'est important aussi d'avoir évidemment le témoignage d'un chef d'entreprise dans cette table ronde. Pierre Maillard, bonjour. Bonjour. Qui est PDG du groupe Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie. C'est ça, quelques mots pour Absolument, vous présenter ? On est un accompagnateur sur le terrain de la rénovation énergétique en France. Tout secteur, on fait le résidentiel, donc les bâtiments on va dire des particuliers, et aussi on va accompagner les industriels, les collectivités, les exploitations agricoles et les bailleurs sociaux aussi. Il y a tout ce qui est résidentiel collectif, qui est un gros sujet en France, et sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, je pense qu'il y a un gros sujet là-dessus aussi. Exactement, donc là aussi on va le développer tout ça dans un instant. On va beaucoup parler aussi, on l'a déjà commencé à en parler à travers le grand témoin, des enjeux de formation avec vous, Fabrice Yégaillan, bonjour. Bonjour. Qui est directeur national du développement de l'AFPA, Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Quelques mots supplémentaires ? Oui, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, est bien évidemment très impliquée dans les sujets de rénovation énergétique du bâtiment, dans la mesure où on accompagne l'évolution des compétences, et je crois qu'on va pas mal en parler, de développement des compétences et d'évolution des pratiques. Tout à fait. Et puis pour avoir aussi un regard extérieur, on va dire, sur ces sujets-là, Lucas Chabalier, bonjour. Bonjour. Qui est responsable plaidoyer d'Agir pour le climat. Quelques mots pour présenter Agir pour le climat. Agir pour le climat, c'est une association qui a été créée à la fin de l'année 2017 pour promouvoir le pacte finance-climat, qui était une solution de financement à la transition écologique au niveau européen. Et depuis 1 an et demi, on travaille à une déclinaison sectorielle et on a été sur la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, donc là aussi, vous allez pouvoir apporter votre regard sur ce sujet-là. On va commencer, on va dire, en se tournant du côté de l'État avec vous, Alessal, pour expliquer concrètement où est-ce qu'on en est en la matière. La rénovation énergétique, parfois je le dis, j'avais fait une petite allusion à Emmanuel Vargon, on avait l'impression que c'était un serpent de mer, on n'arrêtait pas de dire faut accélérer, faut accélérer, faut accélérer. On se fixe des objectifs ambitieux. Évidemment, c'est un levier d'action prioritaire dans la stratégie du gouvernement. Là, vous estimez que ça y est, on a passé un cap ? Oui, tout à fait. Et puis, je pense que l'alignement des planètes est à plusieurs égards. Au regard de la mobilisation des pouvoirs publics au niveau national, on aura l'occasion d'y revenir. Au niveau des collectivités territoriale. Donc tout à l'heure, le témoignage du maire de Fourmies était extrêmement éclairant de ce point de vue-là. Du point de vue de la filière dans sa diversité, et les représentants qui sont là ici pourront l'illustrer. Et également du point de vue de la population, de nos concitoyens, où on voit qu'il y a une appétence de plus en plus forte, à la fois pour les enjeux de transition écologique de façon plus large et de façon plus ciblée également sur les enjeux de confort dans son logement, parce qu'en fait le sujet c'est surtout ça du point de vue du ménage, c'est être bien chez soi, et si en plus on peut être bien chez soi et mieux pour la planète, c'est encore mieux, et donc c'est vraiment je pense ces éléments-là qui me font penser et qui me permettent de dire aujourd'hui qu'on est effectivement sur une nouvelle étape où le serpent de mer va enfin du coup sortir de l'eau et montrer qu'il y a une dynamique qui est portée depuis longtemps et qui s'est accélérée ces toutes dernières années, et France Rénov', c'est une manifestation de cela.
Qu'est-ce que ça change justement concrètement France Rénov par rapport à tout ce qu'on a pu connaître par le passé? L'enjeu, c'était aussi de considérer, à l'aune de ce que je viens d'évoquer, le fait qu'on a, au cours des dernières années, vu un foisonnement de dispositifs en termes d'information, de conseils, d'accompagnement, de financement aussi, avec finalement une forme d'illisibilité de tout ça qui a conduit le gouvernement à travailler sur une simplification du système, donc à la fois sur le volet des aides, et MaPrimeRénov' participe de cela, puisque c'est une prime qui permet finalement de remplacer la logique qui était celle du crédit d'impôt pour la transition énergétique qui préexistait, donc avec une aide qui est contemporaine du projet de travaux, et de se dire que vu qu'on est dans cette logique-là, il est important que le parcours du ménage soit aussi plus fluide, plus simple, et qu'il puisse aller de bout en bout avec un tiers de confiance qui va l'accompagner de l'émergence de l'idée jusqu'à la réception des travaux. Et donc France Rénov', c'est vraiment cette logique-là, c'est de proposer un parcours pour l'usager de bout en bout, avec des interlocuteurs fiables, compétents et de proximité. Et donc c'est une offre de service à la fois physique, avec des guichets qui sont répartis un peu partout sur le territoire. Donc on a 450 guichets aujourd'hui, un réseau de 1800 conseillers, et des numériques, j'allais dire, avec une plateforme numérique, donc francerenov.gouv.fr, un numéro unique, et également toute une offre de services associés en termes d'information, de conseils et demain d'accompagnement de façon beaucoup plus massive. Alors on va y revenir sur le dispositif d'accompagnement. Est-ce que vous diriez que c'est une approche globale, ce France Rénov'? Oui, tout à fait. En fait, l'enjeu, c'était aussi de dépasser la dichotomie entre, d'un côté, ceux qui disent il faut rénover de façon très performante les logements, et donc les approcher d'un point de vue bâtiment et performance énergétique du bâtiment, et ceux qui étaient plutôt tenants d'une ligne de on est sur une logique d'amélioration de l'habitat, il faut traiter l'ensemble des pathologies, et donc oui, la performance énergétique, mais c'est peut-être pas forcément la priorité absolue. Et donc France Rénov', c'est finalement la conciliation de ces deux approches, en se disant ce qui compte en fait, c'est de se placer du point de vue de l'usager, de son confort dans le logement, et donc de la qualité de celui-ci, qui prend différentes facettes, et la composante énergétique en est une, ce qui nécessite du coup à la fois pour ceux qui vont conseiller, accompagner les ménages, d'avoir cette vision globale et systémique, et pour les acteurs qui vont réaliser les travaux, d'avoir la capacité à appréhender le logement dans ses différentes composantes, et d'avoir une vigilance plus particulière effectivement sur la performance énergétique du logement. Donc Alessa vient d'expliquer concrètement en quoi consistait France Rénov'. Lucas Chavalier, est-ce que vous partagez son point de vue sur l'approche globale du gouvernement? Alors, sur le besoin d'accompagnement, absolument. C'est-à-dire qu'il faut avoir une interface, parce que c'est un maquis entre les différents dispositifs, et puis c'est quelque chose de technique, les différents corps de métier. Donc il faut absolument qu'il y ait une offre de service clé en main, qu'on appelle le guichet unique. Donc ça va évidemment dans le bon sens, hein. Mon accompagnateur rénove toutes les préconisations du rapport Sichel l'année dernière. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est sur l'objectif visé. C'est-à-dire que pour nous, c'est extrêmement important que ça soit la rénovation performante qui soit visée. Pour atteindre nos objectifs nationaux. C'est-à-dire que la loi de transition écologique pour la croissance verte de 2015 fixe comme objectif à l'horizon 2050 l'intégralité, c'est un objectif très ambitieux, l'intégralité du parc immobilier, logement et tertiaire rénové au niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Et que pour atteindre cet objectif, la stratégie nationale bas carbone, qui date de 2016 et qui a été révisée l'année dernière, maintenant en 2020, indique qu'il faudrait rénover 370 000, là je parle des logements uniquement, logements individuels et logements collectifs, privés et sociaux, 370 000 logements à rénover entre 2022, donc à partir de cette année jusqu'en 2029, chaque année, puis passer encore une barre supplémentaire à partir de 2030 jusqu'en 2050, être à 700 000 rénovations de logements. Et en fait, si on ne vise pas directement... Il faudrait des siècles pour faire ça, si je vous écoute bien, enfin, si je veux être... En tout cas, pour y arriver, si on est cohérent et si on veut essayer de tenir ces objectifs, il faut viser la performance directement et la rénovation dite en une fois et pas par étapes. Je voulais dire, c'est pas de mettre un coup une chaudière, voilà, un coup les fenêtres, un coup le toit, l'isolation. C'est ce qu'on fait depuis des années et on voit que les gains en termes d'économie d'énergie et en saut de classe
ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc même c'est de l'argent public qui est gaspillé en fait, et c'est ça le problème. Et en fait, tous les dispositifs publics et aussi les offres de financement par les banques devraient avoir une seule boussole en tête, qui est celle de la rénovation performante. Voilà, on ne peut pas atteindre nos objectifs si on ne fait pas de la rénovation performante, c'est-à-dire une rénovation en une fois. Sinon, on n'y arrivera jamais. C'est démontré, on a des rapports pour le prouver. C'est-à-dire une approche par étape ne marchera pas. Alors, on va évidemment réagir à l'ESSAL dans un instant, mais évidemment, du point de vue, on va dire, de la formation, vous êtes au plus proche des acteurs. On l'évoquait tout à l'heure aussi avec Michael Hérault. Il y a aussi, parce qu'on s'adresse aussi à ces professionnels, parfois un problème de pédagogie aussi dans ces enjeux-là, et en particulier sur les enjeux de la rénovation énergétique. Alors c'est moins un problème de pédagogie. La pédagogie est moins un problème qu'une solution. Donc la pédagogie, c'est l'art de transmettre. Et quand on transmet bien évidemment des compétences, mais on transmet aussi des valeurs. Donc on est le lien, nous, entre des professionnels, des futurs salariés, et de plus en plus le lien avec beaucoup de monde. Donc la pédagogie est aussi le révélateur, la formation professionnelle est aussi le révélateur de ce qui se passe. Un peu d'histoire, l'AFPA est né du bâtiment en 49, il fallait reconstruire le pays et il fallait construire vite. Après, il fallait construire bien, et j'ai envie de dire, maintenant il faut construire mieux, ou peut-être qu'il faut construire vite, bien et mieux, compte tenu de certaines urgences. Un peu d'histoire, l'histoire elle est vivante, elle est parfois balbutiante. Un petit mot pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'AFPA dispose de près de 80 formations qui sont ciblées vers le bâtiment, qui s'adressent aux professionnels du bâtiment. Et aujourd'hui, et c'était une commande du Haut-Commissariat aux compétences, donc oui, on sent que la puissance publique est là, on a conscience, puisqu'elle lance des actions de soutien. Nous, dans le cadre des missions nationales des services publics, on réalise beaucoup d'études en ce moment, et je crois que comme 4 autour de cette table, on a envie que ça passe aussi en mode opérationnel et action. La formation professionnelle, c'est l'art de l'action. Et l'AFPA, c'est aussi l'art de reconstituer des situations professionnelles en formation pour former les futurs salariés et futurs chefs d'entreprise. Donc on est aujourd'hui très impliqués. Alors vous avez des formations, mais est-ce qu'il y en a assez ? Avec des objectifs aussi ambitieux qui viennent d'être décrits. Je vous parlais de ces 80 formations. Là, aujourd'hui, elles existent, ces 80 formations. La question, c'est aujourd'hui de voir comment on les lance. C'est s'adresser aux professionnels du bâtiment via l'alternance et voir quelle offre alternance on propose et comment aussi on met du développement durable, de la rénovation énergétique dans nos formations. J'ai envie de dire que les financements sont là aussi, puisque que ce soit les conseils régionaux, Pôle emploi, les OPCO, Constructis, notamment. Et c'est quoi la rencontre ne se fait pas nécessairement ? C'est pas qu'elle ne se fait pas, c'est que aujourd'hui la question c'est de se dire comment on développe ces formations au plus près des salariés. Donc c'est moins un problème, à mon avis, que des formations qui ne se font pas, que derrière de l'appropriation et de la mise en action de ces formations. Alors on va y revenir sur le sujet de la formation, mais évidemment je vais faire commenter Pierre Maillard, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début de ce débat. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est assez facile, mais je suis assez d'accord avec l'ensemble de ce qu'on vient de dire. Il y a une envie qui est précisée par M. Chevalier. Il y a un alignement de planète, ça j'y rejoins. Il y a des moyens du coup qui vont être demandés à l'État, parce qu'il va falloir qu'on mette des moyens sur la table. Et après, il y a les hommes, avec la formation et l'AFPA. Sur le terrain, les envies, on a envie de les mettre en place. On a envie d'atteindre nos objectifs aussi. On parle de 200 000 rénovations à réaliser par an. Mais aujourd'hui, en fait, ce point-là est très important, parce qu'aujourd'hui, on dit on fait 200 000 opérations. L'ANA a sorti un rapport 2021 en disant on a fait 200 000 cette année rénovations. Mais ce n'est pas 200 000 rénovations globales, ce ne sont pas 200 000 rénovations performantes. Ce ne sont en aucun cas des rénovations qui permettent d'atteindre des niveaux A ou B, donc des rénovations performantes avec des bâtiments qui vont être à basse consommation. Et aujourd'hui, sur le terrain, on voit que on a lancé une enquête, une étude.
on se rend compte que 3 Français sur 4 ne connaissent pas les aides à la rénovation énergétique. Toujours pas, parce que c'était le problème depuis très longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'aides aussi. Mais donc c'est l'idée d'une forme de guichet unique dont on parle souvent. On peut quand même là-dessus, et je rejoins M. Salle qui l'a précisé, il y a une grosse simplification des aides qui a été réalisée. Et avant, on avait le crédit d'impôt, on avait des C2E, on avait de l'ANA, on avait du MPR, il y avait du coup de pouce, tout le monde confondait un peu tout. Aujourd'hui, il y a une grosse simplification qui a été lancée, qui a été mise en place. D'ailleurs, on peut associer les C2E, par exemple, vous êtes un des acteurs des C2E, on peut les associer à MaPrimeRénov', c'est ça, par exemple, pour simplifier les choses. Pour simplifier les choses, et il faut qu'il y ait cette simplification. Cette simplification, elle va sur les aides, mais aussi sur le conseil, sur l'audit, qu'est-ce qu'on doit faire dans un bâtiment. Et aujourd'hui, oui, il y a un alignement de planète, mais on ne va pas faire de politique, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils sont tous devenus écolos, pseudo-écolos, pas de l'écologie pure, mais la pseudo-écologie, ils veulent tous... Même s'ils ne sont pas toujours des sujets qui sont abordés dans la campagne. Dans le sens du vent, ils ont compris qu'en fait, l'ensemble des acteurs en France, que ce soit nos concitoyens, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, elles ont compris qu'on n'avait pas le choix, il fallait aller dans cet axe-là. Il y a les rapports qui sortent, le rapport GIEC qui est ressorti, voilà, avec l'actualité, il y a évidemment l'actualité de l'Ukraine, ça passe à la trappe, ces sujets-là, mais c'est des sujets qui sont primordiaux, c'est notre futur. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en prend pas assez conscience, qu'on doit accélérer. Sauf que ce devoir d'accélération, il ne peut pas se faire avec les moyens actuels. En tout cas, si on veut atteindre nos objectifs, on ne pourra pas le faire avec les moyens actuels. On n'a pas assez d'hommes sur le terrain, on n'a pas assez d'hommes formés. On ne sait pas il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent quand on parle de rénovation. Et quand vous parlez de rénovation globale à des particuliers, que ce soit qu'ils soient en appartement ou en maison, la rénovation complète ou la rénovation globale ou la rénovation performante, ils vont vous parler d'amélioration de la salle de bain, de rajouter une chambre pour l'enfant, de changer la peinture, de remettre aux normes l'électricité. Mais dans tous ces sujets-là, on n'a pas parlé de rénovation énergétique, on n'a pas parlé de rénovation performance, et on n'a pas parlé de consommation énergétique. Donc il y a une nécessité d'avoir des acteurs qui soient au plus proches de ces personnes-là pour améliorer les classes énergétiques, faire sortir de certains foyers de situations de précarité énergétique, et notamment il y a des passoires thermiques encore énormément en France, et on ne s'y attaque pas encore assez, à mes yeux. Il y a beaucoup d'envie, de volonté, mais on n'a pas encore trouvé les moyens de passer ce pas et de sortir ces passoires thermiques qui en plus sont malheureusement souvent utilisés par des personnes qui sont en situation de précarité énergétique, donc qui n'ont pas forcément de moyens. Il va falloir trouver des moyens, trouver des aides et un accompagnement sur quels sont les travaux qu'il va falloir faire dans le logement. Et c'est pas du monogeste, c'est pas en faisant que de l'isolation, que du chauffage qu'on va y arriver. Il faut vraiment travailler avec des experts terrain. Les experts terrain, ça peut pas être juste des conseillers qu'on a formés, je pense. C'est des gens qui sont passés par le terrain, qui ont vu, qui ont fait des erreurs dans leur vie et qui ne veulent plus appliquer ces erreurs et qui, au contraire, veulent arriver à cette rénovation performante. Alors justement, je vais faire réagir les salles parce que, quelque part, voilà, Lucas Chabalier vous a dit c'est de l'argent finalement qui est un peu perdu dans cette histoire parce qu'on ne fait pas de rénovation globale. Et dire, vous n'avez pas partagé peut-être ce point de vue. Certainement même. Non, plusieurs éléments de réaction. Le premier, c'est de dire que, soyons aussi conscients de la réalité. Personne ne se lève le matin en se disant, je vais faire une rénovation bas carbone de son logement. Mais justement, parce que personne ne se dit ça, l'enjeu c'est de se dire, à partir des faits déclencheurs de travaux dans son logement... Ou peut-être à l'extrême limite, parce qu'il y a besoin de changer une chaudière, parce que les fenêtres sont peut-être moins performantes, c'est ça finalement. C'est ce que je dis par fait déclencheur, c'est qu'il y a un élément qui, à un moment donné, va générer un besoin de réalisation de travaux. Ça peut être effectivement des travaux d'embellissement, de pièces d'eau, de la cuisine. On se rend compte qu'on a un problème d'humidité, ou d'autres considérations qui vont entrer en ligne de compte. Et l'enjeu, c'est de se saisir de ces faits déclencheurs pour emmener le ménage dans un parcours de rénovation qui va lui permettre idéalement de faire effectivement une rénovation globale et performante en une étape. Parfois, ça va être en plusieurs étapes, mais c'est possible et certains ont travaillé sur des modèles qui permettent de montrer qu'on peut y arriver en 2 étapes. Mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'une rénovation
de son logement, ça se fait généralement en site occupé. Ce sont des projets qui sont complexes, qui ne durent pas 2 jours, et donc il y a aussi un enjeu à ce que on puisse travailler sur ces dimensions-là, qui sont aussi des freins en fait au passage à l'acte. En fait, il y a quand même un souci d'équation entre une stratégie nationale bas carbone dont vous avez parlé, des objectifs ambitieux, des réductions de consommation, et puis une réalité de l'habitant. Pour y arriver, il y a plusieurs leviers. Il y a effectivement le levier du financement qui doit être plus attractif effectivement sur les rénovations globales et performantes. Ce qu'on a réussi à faire avec MaPrimeRénov', c'est de massifier finalement l'action en matière d'amélioration du confort thermique à l'intérieur du logement. L'étape suivante, c'est de massifier du coup la rénovation performante en faisant en sorte que la rénovation par geste, avec un geste simple, bascule progressivement vers des rénovations globales et performantes. Il y a des dispositifs qui existent, notamment MaPrimeRénov' Sérénité, qui est un programme porté par l'ANA pour la rénovation globale pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Ce qu'on voit, c'est que c'est un programme qui existe depuis une dizaine d'années et qu'on est sur des rénovations qui permettent d'atteindre des gains énergétiques d'au moins 40% sur ces projets-là. Et donc pour ces publics qui, a priori, n'ont pas forcément la capacité financière à s'engager dans ce type de démarche. Donc c'est possible, on n'est effectivement pas à l'échelle des 370 000 ou demain des 700 000 rénovations qu'il faudrait faire par an, mais donc le deuxième levier, c'est d'avoir quelqu'un qui peut accompagner le ménage, donc déjà que le ménage ait l'information sur les aides qui existent, sur les possibilités qui s'offre à lui en termes aussi de mise en relation avec des artisans et des professionnels formés pour l'accompagner dans la réalisation aussi de son projet de travaux. Et donc, d'où l'intérêt de France Rénov', c'est de faire en sorte que les ménages aient un point d'entrée en termes d'information, de conseils et d'orientation vers des professionnels en capacité de pouvoir réaliser un projet de travaux. D'ailleurs, on en est où du dispositif d'accompagnement? Alors, je vous dis, c'est pas pour vous presser, mais je vois le temps qui file et je voudrais faire intervenir, parce qu'on s'adresse aussi aux professionnels. Donc, on va aussi beaucoup parler de formation, et d'ailleurs j'ai une question qui vient du public sur la formation. Donc le mot du dispositif, parce que je crois que c'était une consultation, c'est ça, jusqu'au 25 février, il y a quelques jours, sur le projet de décret. C'est ça, sur le projet de décret donc, qui est issu de la loi Climat et Résilience, donc inspiré des travaux de la Convention citoyenne et de la contribution du rapport Sichel. Et donc l'enjeu, c'est de se dire, pour massifier les rénovations performantes, on a besoin d'avoir des gens en face qui peuvent faire accompagner cette conscientisation du ménage sur ce besoin, et de pouvoir définir un projet de travaux qui soit exigeant, performant et qui embrasse l'ensemble des besoins du logement. D'où mon accompagnateur Rénov', avec une généralisation de cette offre d'accompagnement à partir de janvier 2023, et donc un besoin effectivement de monter en compétence d'une filière sur l'accompagnement qui va pouvoir réaliser des audits qui vont permettre de définir les besoins en termes de travaux et les performances associées, et d'avoir en face des artisans qui seront en capacité de réaliser ces travaux. Donc, et donc vous allez préciser un petit peu, c'est ça, parce qu'il y avait des débats un peu, peut-être que Pierre Elio peut faire un commentaire et vous pouvez faire un petit échange tous les deux sur, il va y avoir une précision sur les exigences en matière de compétences, parce qu'il y avait un petit peu des interrogations sur ce point-là, Pierre Elio. Oui, non, mais c'est un élément qui est très important. C'est qui vont être et qui sont les conseillers demain qui vont pouvoir accompagner un foyer sur les étapes et sur les travaux à lancer dans un logement. Donc, qui prend la responsabilité, c'est ça aussi quelque part aussi. Et après, qui va prendre la responsabilité, parce que ça va être trop facile d'avoir des conseillers, des auditeurs, des entreprises de travaux, on va dire un AMO, on va dire un assistant qui va s'occuper de gérer l'ensemble des travaux, après un bureau de contrôle derrière qui va passer, et puis quelqu'un qui va revenir faire un diagnostic, vous allez avoir 6 ou 7 acteurs, et j'ai pas ajouté les différents acteurs qui vont intervenir en tant qu'entreprise de travaux sur le logement. Et moi, ça me paraît juste incohérent de pouvoir lancer un dispositif où vous allez avoir 7 à 8 acteurs, plus, on va dire, 5 à 6 entreprises de travaux différentes qui vont intervenir, soit 11 interlocuteurs différents pour un foyer sur un projet comme ça, qui se veut être un projet de simplification. Donc il va falloir qu'on trouve des acteurs qui soient capables d'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur un ménage. Donc ça va en partant de l'audit à la préconisation de travaux, à l'accompagnement à la réalisation de ces travaux,
et ensuite d'en prendre ses responsabilités. Si on dit à l'audit, il va falloir atteindre 35%, 55% de réduction d'énergie, de consommation, il va falloir on va avoir une préconisation de travaux, il va falloir accompagner ces travaux. Mais qui prend la responsabilité de dire j'ai atteint cette performance-là? Et bien, il faut qu'il y ait des acteurs qui en prennent ces responsabilités-là. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des acteurs privés. On ne peut pas mettre ça que sur l'État. Il faut qu'il y ait des acteurs privés qui interviennent, qui en prennent la responsabilité et qui prennent leurs assurances là-dessus et qui garantissent que si on les atteint pas, il va falloir qu'il y ait des pénalités de ces acteurs-là, qui soient pénalisés parce qu'ils ont mal fait le travail et que c'est au détriment du futur, c'est au détriment de la consommation et c'est au détriment des ménages. On sait ça. Donc il faut les accompagner aussi sur toutes les solutions financières. Il y a tout un aspect financier qui paye les travaux. C'est un coût. Les banques s'y mettent un peu, mais s'y mettent pas encore dans un axe de transition énergétique. Donc il va falloir les mettre autour de la table. Et voilà, encore d'ailleurs, Lucas Chabalier a des propositions de ce côté-là, donc je le ferai réagir tout à l'heure. C'est très rare de voir des débats où il y a un banquier, où il y a des gens qui représentent le monde de la banque. Et je pense qu'il faut les mettre davantage autour de la table, parce que on ne pourra pas la faire sans eux. Et je rejoins M. Salle au début qui a dit il faut être réaliste. Il y a un côté financier, un côté de budget qui ne peut pas être porté par les ménages, même si je vois que le livret A, tout ce qu'il y a avec la période un peu Covid a explosé apparemment, mais c'est pas le sujet. Le sujet il est de dire il va falloir qu'il y ait du budget qui soit mis sur la table pour réaliser ces travaux par des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est exactement mon accompagnateur Rénov'. Voilà, exactement. Donc on attend d'ici la fin de la mandature, normalement, quelque chose quand même qui soit publié, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le projet de décret, l'objectif, c'est de le publier d'ici un mois, effectivement. Alors, on va poursuivre, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler pendant longtemps de ce dispositif d'accompagnement qui intéresse aussi, allez-y. Oui. C'est qu'il y a un Français sur deux qui ne connaît pas la classe énergétique de son logement. Oui, un Français sur deux. Oui. Il va falloir déjà leur dire, c'est quoi un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique, et qu'est-ce qu'on en fait et à quoi il sert. Voilà. Donc il y a une réforme du DPE en ce moment. Donc vraiment, il y a des sujets, en plus c'est des outils, puis c'est des points d'entrée. Ça nous permet juste d'avoir un État, et le DPE a été réformé récemment et on peut s'en féliciter parce que avant il ne servait à rien, il faut le dire, et aujourd'hui on travaille sur le bâtiment lui-même et non pas sur une consommation ni sur un foyer, on travaille sur le bâtiment, sur le bâti. Alors comme je disais, on pouvait en parler pendant longtemps, c'est un vaste sujet, la rénovation énergétique. En 45 minutes, c'est pas facile à résumer. Je voudrais faire commenter Fabrice Yégaillan sur ce qui a été dit, puisqu'il y a aussi des besoins. Par exemple, il y a une question qui pourrait s'adresser à vous, mais quand même je n'oublie pas les autres intervenants, de la part de quelqu'un qui nous suit là en ligne, qui dit qu'il y a deux freins à l'accélération, le manque d'entreprises RGE disponibles, donc là on en revient aussi aux enjeux de formation derrière tout ça, et le financement du reste à charge des ménages, donc là vous l'avez aussi évoqué. Allez-y, vous pouvez commenter. Oui, un commentaire déjà, je pense que à travers ce qui s'est dit, on voit bien que la rénovation énergétique n'est pas encore un fait culturel. Et le fait culturel, c'est qu'on a envie de vivre en sécurité dans son logement, protégé du froid, protégé des autres peut-être parfois, et qu'on a envie aussi d'y vivre bien. Le fait culturel n'est pas encore la prise de responsabilité individuelle aussi sur la question du climat. Et puis bien évidemment, et vous l'avez rappelé, c'est extrêmement important, il y a aussi tous ces logements qui ont encore été construits il y a longtemps, vite, et qui aujourd'hui sont source de multiples maux. Je voulais juste revenir sur la question effectivement de la formation. Aujourd'hui, il y a un déficit, ça a été signalé, tout le monde le signale, mais c'est dans, j'ai envie de dire, toutes les filières. Et un réel manque de main-d'œuvre, on le met en avant dans des séquences. À l'industrie. Il y a un réel manque de main-d'œuvre là, maintenant. Il y a eu une crise en 2018, où la formation professionnelle aussi a souffert. Aujourd'hui, il y a une reprise de partout. Mais il y a aussi une reprise liée aux nouvelles compétences et aux nouvelles compétences des professionnels du bâtiment. On parle de la rénovation énergétique, mais je crois que le sujet est aussi systémique. C'est-à-dire qu'un carreleur, un plaquiste qui va intervenir dans un bâtiment, c'est aussi quelqu'un qui est en face d'un client et qui est aussi force de conseil. Donc la question de la posture de service et de ce que peut amener le plaquiste, le carreleur, le couvreur-zingueur, c'est déjà une question en soi. Nous, on sait que
on résoudra les problématiques de tension des métiers par l'attractivité. La question de la rénovation énergétique, c'est aussi travailler sur l'attractivité des métiers. Dire qu'on ne fait pas que construire une maison, encore une fois, ou qu'on ne fait pas que rénover une maison. On essaye de la rénover au mieux et dans le sens du confort des uns et des autres. Il faut redire que les professionnels du bâtiment, c'est des fabricants de bonheur, tout simplement parce que quand on vit dans une maison... Et vous proposez des services aussi, c'est ça que vous aimez dire aussi, Fabrice Eghaïen. En gros, c'est quand aujourd'hui on forme, on n'oublie pas qu'il y a aussi un sujet autour de la transition numérique. Et en gros, il faut lier tout cela, transition numérique, transition écologique, et puis posture de service, qu'est-ce qu'on donne. Donc les métiers changent. Je crois que les professionnels du bâtiment, quand on parle avec eux au plus près du terrain, ils en ont conscience. Je reviens sur la question du fait culturel. Il ne faut pas lâcher pour que ça devienne un fait culturel, et je crois que la formation est un moyen essentiel pour cela. Je suis sûr que les professionnels du bâtiment vont se servir de ces choses-là, parce que ça va être très attractif de travailler dans les métiers du bâtiment. Oui, parce qu'il y a un enjeu, et on vient d'en parler, aussi lié à la question de la transition écologique et puis aussi justement de la lutte contre le dérèglement climatique. Cette question de formation, on va reparler du financement après, c'est aussi central pour vous, c'est majeur. Et comment aiguiller justement le financement vers la formation, Louis Cachabalier? Alors, effectivement, pour massifier la rénovation performante, il y a deux éléments à résoudre essentiellement. Donc, celle de l'acceptabilité financière, c'est de donner des outils de financement parce que ça coûte très cher. L'État peut faire des choses, mais c'est pas l'État tout seul qui va pouvoir financer, ça c'est évident. Et puis sur la formation, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé des solutions de financement qui seraient acceptables pour les ménages, avec notamment cette notion d'équilibre en trésorerie, où en fait les économies d'énergie chaque mois seraient supérieures en fait aux mensualités à rembourser, il y a la question de la formation, parce que pour arriver à ces 370 000 et à terme ces 700 000 rénovations performantes de logements, il faut une armée, de rénovateurs compétents qui sachent travailler ensemble, qui sachent que c'est qu'une rénovation complète, qui traitent les interfaces. Donc il y a tout ce sujet qui est énorme. Si la puissance publique aligne ses aides sur cet objectif, on peut imaginer que ça va être un facteur de structuration du marché de la formation. C'est-à-dire que si on sait que l'État ne réserve que son argent pour la rénovation performante, en face, on va avoir une capacité de formation qui pourra se mettre en place. Parce que là, on est un peu les uns et les autres se regardent en chien de faïence. Je pense que l'État fait par rapport à l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette offre de financement, cette formation n'existe pas. Donc, on va faire du volume, mais peu performant. Et donc, elle s'adapte au marché tel qu'il est. Je pense qu'il faudrait voir les choses différemment, en disant que, en visant la performance et en alignant ses aides là-dessus, elle a une capacité de structuration en fait du marché. Donc en fait, c'est voir les choses différemment. C'est d'avoir une approche différente. Et un État qui est stratège. Et quel rôle peuvent jouer les banques, Pierre Maillard en parlait. Le rôle des banques est central en fait, parce que les évaluations, si on veut tenir ces objectifs de 700 000 rénovations par an performantes, c'est hors taxe 25 milliards. 25 milliards chaque année pendant 30 ans. Ce qui fait un peu plus d'un point du PIB. Donc évidemment, on peut considérer que la rénovation énergétique est l'investissement le plus vertueux aujourd'hui en termes écologiques, social, économiques, réduction des inégalités, forte création de richesses, d'emplois, lutte contre la précarité, insertion, préservation du pouvoir d'achat. C'est probablement aujourd'hui le meilleur investissement global qu'on puisse imaginer dans le cadre de la transition écologique. On pourrait, dans un monde idéal, espérer que l'État le finance parce qu'il y aura des retours. Simplement, on est dans un cadre de contraintes budgétaires, donc on peut imaginer qu'on peut lever les fameux critères de Maastricht pour les investissements publics
de transition écologique. Maintenant, dans un cadre réaliste, on sait que l'État fait des choses déjà. Je pense que, enfin, j'avais le chiffre pour 2021, je crois que c'était 3,8 milliards. Je n'ai pas le chiffre pour 2022, mais c'est 3,8 milliards d'aides qui étaient entre l'éco-PTZ, la TVA à 5,5, MaPrimeRénov'. Donc, il y a déjà de l'argent qui est mis. Et le reste, ce sont des solutions de financement privé qui doivent prendre le relais. Donc, plus l'État peut faire et plus l'État pourra s'endetter pour faire cet investissement de rénovation performante, mieux ce sera. Mais on est conscient des règles de contraintes budgétaires. Donc, les banques commerciales ont un rôle à jouer dedans. Oui. Un commentaire à l'ESSAL sur ce qui a été dit. Aussi peut-être l'approche aussi différente peut-être que doit prendre l'État sur ce sujet-là. En fait, l'approche, elle est déjà à l'œuvre. Enfin, la stratégie de l'État, c'est de dire, on est dans ces objectifs de rénovation performante du bâti et de viser le plus possible les gains énergétiques là où on peut les trouver. Et donc, du coup, il y a un besoin d'une meilleure information et orientation. Il y a un besoin d'accompagnement. Donc, on ne multiplie pas les acteurs. Au contraire, le but, c'est d'en avoir qu'un qui est sur l'ensemble du parcours. On mobilise des financements. Donc ça va être vraiment très simplifié, c'est ça, parce qu'il y avait l'inquiétude de Pierre Maillard. Et puis on fait en sorte justement pour aller vers de la rénovation globale, d'avoir des financements qui sont sous forme de subventions, mais également des solutions de financement du reste à charge. Donc il y a l'éco-prêt à taux zéro, on vient de lancer le prêt avance rénovation qui va permettre aux ménages modestes et très modestes de bénéficier d'une solution de financement de leur reste à charge. Mais on le voit que l'État est là, mais c'est ce que disait Lucas Chabalier. Pour changer d'essai, il faut aller chercher, il faut faire du PPP, partenariat public-privé. Ces prêts-là, du coup, on travaille avec les banques pour qu'elles s'engagent à les distribuer. Sur l'éco-prêt à taux zéro, on voit qu'il y a une certaine forme de frilosité. On a discuté avec elles pour voir quels seraient les leviers qui leur permettraient d'y aller plus. Et du coup, à partir de juillet, on va lancer un couplage entre MaPrimeRénov' et l'éco-prêt à taux zéro qui permettra en fait à un ménage qui bénéficie de MaPrimeRénov' de pouvoir plus facilement du coup bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro avec des banques qui vont pouvoir pas passer trop de temps sur l'analyse technique des performances du dossier parce que c'est grosso modo ce qu'elle nous reproche aujourd'hui en disant le conseiller bancaire c'est pas un conseiller énergétique et donc plutôt de se concentrer sur l'activité bancaire et donc de délivrer du prêt. Le prêt avance rénovation c'est la même logique et donc ce sont des partenariats publics-privés qui sont en train de se construire au niveau national mais qui doivent aussi se décliner au niveau local. Donc on a aussi un enjeu localement de formation, de montée en compétences. Il y a eu des programmes qui ont permis de faire ça sur les acteurs de l'immobilier. Oui, voilà, et de donc la cette banque. Remarque sur le manque d'entreprises encore RGE disponibles, il y a encore beaucoup de choses à faire en la matière. Et on a lancé là très récemment à la fois une campagne de communication pour justement favoriser l'attractivité des métiers auprès des jeunes, des personnes en reconversion. Donc ce sont des éléments qui sont relayés par le ministère du Travail, par les filières professionnelles. Il y a un programme sur la formation des artisans à l'élaboration de devis donc qui s'appelle Oscar, donc avec 6000 artisans qui vont être formés dans les prochaines années, des programmes favorisant l'innovation. Donc voilà, là-dessus on mobilise déjà les acteurs privés avec la sphère publique, mais effectivement il faut aller plus loin et j'en conviens tout à fait. Par contre ça doit se faire de façon progressive, on va pas d'un claquement de doigts y arriver parce que ça prend du temps de former des gens, y compris en formation initiale, ça prend du temps de déployer une offre complète à la fois d'accompagnement et de réalisation de travaux. Mais le fait est que on fait en sorte que ce temps-là soit le plus court possible, que les différents leviers qui bloquent ou les irritants, comme qui dirait, donc dans cette montée en charge, soient levés le plus tôt possible. Et donc, on n'est peut-être pas au bout, mais en tout cas, on avance et je pense que tout le monde autour de la table est mobilisé pour ce faire. Donc, en fait, on peut dire, on arrive presque à la conclusion. Donc, je vais faire le tour pour que chacun apporte sa conclusion. Je vous dis, on aurait pu 45 minutes, c'est presque trop court sur le sujet. Voilà, c'est pas facile. C'est voilà, vous le dites clairement, il y a quand même une bascule quelque part, un changement d'échelle. Il y a encore peut-être besoin aussi de former toujours plus les entreprises, mais en tout cas, on est à un changement, même s'il faudrait qu'il aille encore plus vite. C'est finalement ça. Oui, on peut toujours aller plus vite. Alors Pierre Maillard. Juste 3 points là-dessus. Le premier point, c'est le financement. On a parlé de 3 milliards qui ont été mis en place par l'État. Et après, il y a beaucoup d'acteurs privés, on en fait partie, qui utilisent l'outil des certificats d'économie d'énergie, qui représentent 5 milliards d'euros par an en France uniquement. Donc on est déjà
quasiment presque au double de l'État. On pourrait presque rentrer dans un débat sur la 5e période en se demandant si on ne va pas y perdre un petit peu dans cette histoire-là. On pourrait, c'est vrai, mais pour atteindre les 25 milliards, on est à 8 milliards sur mes 5 plus 3, avec la sphère privée qui fait 5, le public qui fait 3. On est à 8, il faut aller à 25, donc il faudrait faire x3. Donc il va peut-être falloir, alors soit on triple tous les objectifs, donc on triple le budget C2E, on triple le budget ANA, et on arrive au 25. Okay. Deuxième point, c'est il faut vraiment mettre les entreprises de travaux dans la boucle des discussions. Et je pense qu'elles n'y sont pas assez parce que c'est eux les acteurs du terrain, c'est eux qui rénovent. Et il faut leur faire confiance parce qu'il y a des gens qui sont très bons, qui sont très compétents. Et je pense qu'on ne les met pas assez dans la boucle. Et il ne faut pas uniquement mettre des personnes qui n'aient pas ces compétences travaux terrain. Voilà. N'oublions pas qu'il faut être vraiment sur le terrain là-dessus. Et troisième point, je pense, c'est juste un petit parallèle que je peux faire avec l'industrie, parce qu'on est accompagnateur des industriels et des collectivités. Et dans ces secteurs-là, on a ce qu'on appelle le contrat de performance énergétique. On s'engage, nous, en tant qu'Elio, à accompagner et à assurer une performance énergétique. Et je pense que c'est un dispositif qu'il faudrait mettre en place sur la sphère résidentielle, avec des contrats de performance énergétique, où on dit, voilà, on va atteindre tel niveau d'économie d'énergie, et je m'y engage, et je prends mes responsabilités dessus, pour essayer après d'avoir un schéma très vertueux. Et on est dans un schéma très vertueux. On parle d'emploi, on parle d'écologie, on parle de réduction de consommation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais voilà, c'est un cercle vertueux. Il faut tendre vers ce schéma où les économies d'énergie doivent payer les travaux de rénovation. Ouais, un des points encore majeurs qu'on aurait pu aussi développer. Fabrice Yagayan, si vous apportez une conclusion à ces échanges, on voit bien qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça. Oui, la formation professionnelle n'est pas une défense, c'est un investissement. Et on n'a pas parlé de reconversion aussi, ça c'est un sujet. On n'a pas parlé de aussi, reconversion, c'est vrai. Mais la formation, c'est de la reconversion permanente parce que la compétence est un objet vivant, les entreprises sont des objets vivants. Donc nous, on a intérêt à être en permanence dans la reconversion. Je le disais, l'AFPA a 80 formations dans le bâtiment qui sont aujourd'hui prêtes pour la rénovation énergétique. Donc l'AFPA est là avec ses formations, mais l'AFPA marche qu'à partir du moment où aussi on est en grande proximité avec les entreprises. C'est le cas et aujourd'hui, ce qui bloque, c'est précisément le recrutement et toutes ces questions-là d'attractivité. On a plusieurs solutions aujourd'hui et la formation est aussi une solution d'attractivité pour permettre de répondre à ces immenses défis. Donc l'AFPA est prête et j'ai envie de dire que la formation professionnelle aussi est prête et je pense qu'il faut continuer à vraiment se parler entre professionnels, organismes de formation, financeurs, conseils régionaux, Pôle emploi. Les conseils régionaux font beaucoup puisqu'ils mettent des programmes de développement durable. Faisons en sorte que ces programmes-là soient aussi transverses au métier. Voilà ce on parlait de co-construire tout à l'heure finalement avec monsieur le maire Michaël Hérault, c'est typiquement l'exemple de ce qu'on dit. Et puis quand même, une petite chose, parce qu'on en avait parlé avant cette émission, c'est faisons attention à parler le même langage. C'est parfois, on a l'impression pour avoir participé à des clusters que les professionnels du bâtiment, ceux qui sont sur le terrain, n'entendaient pas forcément le même langage qui était parlé. Donc je crois que cette question-là d'intérêt commun et puis de cultiver le langage de la rénovation énergétique pour que tout le monde puisse se l'approprier, y compris les particuliers. Donc il y a aussi des questions d'éducation. Ça paraît très fort, mais on en parle. Donc ça va devenir un fait culturel. Lucas Chabalier. Alors sur cette notion de fait culturel, je pense qu'elle est centrale, mais elle s'applique en fait plus généralement à la transition écologique. En fait, de transition écologique, on a un tel mur devant nous en si peu de temps qu'il faudrait parler de transformation. Maintenant, je pense que le terme est plus adapté et que de la même manière qu'on est un peu tous devenus des experts, ou en tout cas que c'est rentré vraiment dans le champ de connaissances et de discussions en virologie, en épidémiologie, en vaccinologie. Et malheureusement, en combat et en guerre, enfin chacun a son avis surtout. Voilà. Donc de toute manière, ça va devenir un fait culturel parce que cette transformation, on doit l'accomplir. Donc effectivement, on se lève pas encore chaque matin en disant je vais rénover ma maison de manière performante, ça c'est clair. La question est de savoir si on a le temps d'attendre que les uns et les autres se réveillent en disant ça.
Probablement pas. Et c'est pour ça que la question de l'obligation va se poser, et va se poser rapidement. On voit que dans les sondages, les Français ils sont prêts pour la majorité d'entre eux, mais ils sont prêts évidemment s'ils ont des solutions financières derrière. On ne peut pas demander à des gens de faire travaux qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros si derrière il n'y a pas des solutions de financement qui soient acceptables pour chacun, quoi. De la même façon qu'on le voit sur la mobilité, on ne peut pas dire de faire disparaître des voitures s'il n'y a pas de solution derrière aussi. Il y a toujours la même chose. Absolument. Donc le même enjeu. Absolument. Et peut-être un dernier mot sur ce fait culturel, sur la formation. Je pense que c'est un chantier magnifique de se dire que on travaille au sens propre et au sens figuré en fait au chantier de la transformation écologique. C'est-à-dire que pas mal de personnes, de jeunes cherchent du sens dans leur travail, et ici on a un sens et une perspective commune qui peut être extrêmement enthousiasmante, à se dire que on met la main à la pâte sur les chantiers de la rénovation énergétique performante des bâtiments. Ça sera un joli mot de conclusion, on va dire. On va s'adresser aux jeunes, comme on parle aussi de métiers d'avenir ici. Alors merci en tout cas à tous les quatre, parce que c'est pas facile de synthétiser en aussi peu de temps un sujet aussi vaste où il y a d'énormes défis. Bon, allez, on va se dire qu'on voit que ça bouge. Merci à vous, Lucas Chabalier, responsable plaidoyer d'Agir pour le climat, à Fabrice Yégaillan, directeur national du développement de l'AFPA, à Alessa, le chef de projet coordination interministérielle rénovation des bâtiments au sein du ministère de la Transition écologique et aussi pour le ministère du Logement, et à Pierre Maillard, le PDG du groupe Elio. On va marquer une courte pause et on va partir du côté de Mulhouse pour voir ce qu'il en est de la rénovation d'une école dans le cadre de la rénovation énergétique des territoires dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.